Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans ce deuxième épisode de cette formation consacrée à la programmation orientée objet en Python. Alors dans cette vidéo, nous allons parler un peu théorie. Je vous promets que ce sera la seule partie théorique de toute cette formation. Je sais que généralement la théorie n'est pas appréciée de tous, mais croyez-moi, ces quelques minutes-là, vous pourrez les réutiliser dans toute votre carrière de développeur. Parce qu'en réalité, la programmation orientée objet, ce n'est pas un nouveau langage de programmation, c'est un style de programmation qui peut être adopté par différents langages. Python, par exemple, supporte la programmation orientée objet, pareil pour le C++, Java, pour ne citer que ces langages. Donc la programmation orientée objet, c'est une manière de développer une philosophie, un paradigme de programmation que tous les langages sont libres de supporter ou non. Mais ces 20 dernières années, les langages de programmation qui ont été créés sont des langages orientés objets, c'est-à-dire des langages qui supportent le paradigme de la programmation orientée objet. Maîtriser donc les concepts de base de la programmation orientée objet vous sera donc vraiment bénéfique. Même si vous changez après de langage de programmation, la syntaxe va changer, mais les concepts vont rester les mêmes. Si on regarde notre code actuel, vous pouvez me dire, mais Honoré, pourquoi transformer ce code procédural en orienté objet? Il est clair, on a plein de fonctions, elles ont été bien écrites et puis on comprend concrètement ce que ce programme fait. Si tout ce que je voulais faire avec ce programme, c'est ce qui est listé, j'allais le laisser tel quel. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie en rajoutant de l'orienté objet. Mais vous vous imaginez que j'ai plein de choses en tête qui vont faire en sorte que j'ai envie actuellement de transformer ce code en orienté objet afin que plus tard il soit plus simple à maintenir, plus simple à étendre. En effet, si on regarde le code actuel, les données sont d'un côté et la logique d'un autre côté. On a cette petite fonction, on peut lui passer le nom d'une équipe de basket, le nombre de victoires et le nombre de défaites. Et elle va nous retourner les statistiques de cette équipe. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est que l'entité équipe de basketball n'est pas mise en relief de manière explicite. On sait que chaque équipe aura un nom, aura un nombre de victoires, un nombre de défaites. Si on avait symbolisé cette entité équipe basketball, ce sera plus simple après de faire communiquer plusieurs objets de type équipe basketball. On pourra dire une équipe X joue contre une équipe Y, ou bien on dira une équipe vient de déclarer forfait face à une autre équipe, ainsi de suite. Faire ce genre de code en orienté objet, ce sera simple parce que les différents objets pourront communiquer. Alors qu'ici, c'est compliqué parce que les données et la logique sont un peu éparpillées. Donc, l'un des avantages de la programmation orientée objet, c'est d'encapsuler les données et la logique au sein des objets. Et plus tard, ces objets pourront communiquer entre eux. Avec la programmation orientée objet, vous aurez donc un code beaucoup plus simple à lire, beaucoup plus simple à modifier et également beaucoup plus simple à étendre si le besoin se fait ressentir de rajouter des fonctionnalités. Et le code que vous allez écrire sera également facilement réutilisable. Si on revient à notre exemple ici, quelles sont les données associées à une équipe? On va dire que chaque équipe aura un nom, un nombre de victoires et aussi un nombre de défaites. Donc là, ce sont l'ensemble des données qui seront associées à une équipe. Quelles sont les fonctions qui seront associées à une équipe? Dans notre cas, on a une seule fonction, stat, qui va permettre d'avoir les statistiques de l'équipe en question. Mais on aurait pu avoir une fonction jouer qui va permettre à une équipe A de jouer contre une équipe B ou bien une fonction déclarer forfait. Donc là, on peut voir que les données et les fonctions, donc la logique, seront encapsulées, seront regroupées au niveau de notre objet. En jargon informatique, en lieu et place de parler de données, on va parler d'attributs et en lieu et place de dire fonction, on va dire méthode. Donc en programmation orientée objet, les données associées à notre objet sont appelées attributs et les fonctions associées à notre objet sont appelées méthodes. Dans la vie réelle, lorsqu'on dit objet, généralement c'est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on peut toucher. Une chaise est un objet, on peut toucher la chaise, on peut la déplacer. Un téléphone est un objet, on peut le toucher également. Mais ce que vous devez retenir, qui est très important, en programmation orientée objet, les objets ne sont pas toujours des choses qu'on peut toucher. Du moment où il y a des données et des fonctions rattachées à l'élément, on peut le considérer comme un potentiel objet. Ce qui fait qu'en programmation orientée objet, on pourra définir une personne comme étant un objet. Dans la vie réelle, on va nous considérer comme quelqu'un de bizarre si on dit que une personne est un objet.
Mais en programmation orientée objet, du moment où il y a des données, donc des attributs et des fonctions, des méthodes associées à l'élément, on a un potentiel objet. Est-ce qu'une personne a des données qui lui sont associées? Oui, j'ai un nom, un prénom, un âge, un poids. Est-ce qu'une personne a des fonctions, donc des actions qu'elle peut réaliser? Oui, une personne peut chanter, sauter, danser, enregistrer une vidéo et j'en passe. Donc, vu qu'on a des données et des fonctions associées à la notion de personne, en programmation orientée objet, on pourra avoir des objets personnes. Donc, retenez ceci, c'est très important. En programmation orientée objet, les objets ne seront pas toujours des choses qu'on peut toucher. Vous allez voir par exemple des objets date. Donc, je parle de la date comme aujourd'hui le 6 février 2020. La date, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher, mais est-ce qu'on a des données associées à la date? Oui, on a le jour, on a le mois et puis l'année. Est-ce qu'on a des fonctions associées à une date? Oui, on peut rajouter un jour à une date. Donc, si je rajoute un jour, ça fait 7 février 2020. On peut retirer un jour, on peut rajouter des heures, ainsi de suite. Donc, en programmation orientée objet, une date peut être un objet. Généralement, les attributs vont représenter le statut actuel de votre objet. Si on imagine qu'on est un objet personne, on a vu qu'une personne a comme attribut un nom, un âge, un poids, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, mon âge peut être 15 et puis 2 ans plus tard, j'aurai 17 ans. Donc, les valeurs des attributs vont représenter votre statut actuel. De la même manière, je peux peser actuellement 70 kg et puis après peser 90 kg. Ce sera la même chose si on imagine qu'on est un objet téléphone. Quelles sont les données associées à un téléphone? On peut avoir la couleur du téléphone, on peut avoir le modèle, c'est un iPhone, on peut avoir le niveau de batterie. Donc actuellement, mon téléphone peut avoir 90% en termes de batterie. Dès que je vais aller sur Snapchat, je vais passer à 2%. Donc cet attribut niveau de batterie va représenter le statut actuel de mon téléphone et il pourra changer durant le cycle de vie de notre objet téléphone. De la même manière, les fonctions qui sont rattachées aux objets sont intrinsèques à l'objet qui est manipulé. Un téléphone peut vibrer, un téléphone peut sonner, on peut jouer de la musique avec un téléphone. Mais par exemple, on ne peut pas dire que une équipe peut vibrer. Bon, peut-être une équipe peut vibrer, mais ce que je veux dire, imaginons qu'on avait un objet voiture. Une voiture aura également une couleur comme attribut. Une voiture aura un modèle. Il y aura l'année de la voiture. Mais une voiture pourra démarrer. Une voiture pourra klaxonner. Une voiture pourra s'arrêter, pour ne citer que ces éléments. Mais par exemple, une équipe ne pourra pas klaxonner elle-même. De la même manière, un téléphone ne pourra pas déclarer forfait contre un autre téléphone. Après, bien évidemment, en programmation, vous pourrez faire ce que vous voulez, mais ce que je veux vous montrer par là, c'est que les attributs et les méthodes seront intrinsèques à l'objet que vous manipulez. On va enlever ceci et je vais vous expliquer une dernière chose avant qu'on commence à coder. Avant de créer nos premiers objets, je dois vous parler de la différence entre la notion de classe et la notion d'objet. C'est grâce à une classe qu'on crée un objet. Je me répète, c'est grâce à une classe qu'on pourra créer des objets. La classe, c'est un peu comme une maquette et on pourra se baser sur cette maquette afin de créer autant d'objets qu'on le souhaite. Donc, si on a une maquette d'une maison, on peut se baser sur cette maquette afin de créer une maison. Mais quelqu'un d'autre peut se baser également sur la même maquette afin de créer d'autres maisons. Bien évidemment, ces maisons peuvent avoir certaines propriétés qui sont différentes. La première maison peut être en bleu, la seconde en vert et ainsi de suite. Donc, même si ces deux maisons se sont basées sur la même maquette pour être créées, ces deux maisons ont des identités distinctes. On ne peut pas confondre la maison 1 à la maison 2 parce que chaque maison aura sa propre identité. Donc, si je répète ceci une dernière fois, la classe, c'est comme une maquette et l'objet, c'est la concrétisation de cette maquette. Si vous avez une maquette d'une maison en main, ce n'est pas la maison elle-même, c'est une abstraction de la maison. Mais lorsqu'on va se baser sur cette maquette pour créer la maison, ce sera l'objet qui est la concrétisation de cette maquette. Donc voici un peu la partie théorique. Si cela a l'air encore flou, ne vous inquiétez pas. Dès qu'on va commencer la pratique, tout ceci va commencer à devenir beaucoup plus clair. Alors je pense que ce sera tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé et que vous souhaitez me soutenir, il y a plusieurs moyens pour le faire.
Le moyen le plus simple, c'est de liker la vidéo et la partager avec votre entourage. Si vous n'êtes pas abonné également, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube afin d'être notifié lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Et si vous avez les moyens, vous pouvez ici faire un don PayPal en utilisant le lien en description. On va se donner donc rendez-vous à la vidéo suivante où promis, je vous le promets les gars et les go, nous allons créer notre première classe et nos premiers objets. On verra également comment accéder aux attributs et appeler des méthodes. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.